fait un froid glacial à Paris ce jour-là. Et les hauts dignitaires rassemblés sous la nef de Notre-Dame ont bien du mal à se réchauffer, tandis que retentit un Te Deum chanté par des centaines de choristes. L'événement qu'on célèbre est d'importance. En ce 2 décembre 1804, Napoléon va être sacré empereur des Français. Porté par la vague révolutionnaire, le petit officier corse a volé de victoire en victoire, jusqu'à devenir l'égal des Césars. À ses côtés, pour partager sa gloire, la femme qu'il a éperdument aimée. Le trône en lui-même n'est qu'un assemblage de quelques pièces de bois recouvertes de velours. Le trône, c'est un homme, et cet homme, c'est moi, Napoléon. Devant la foule qui se presse, il monte les marches de l'autel et se saisit de la couronne. J'ai trouvé une couronne dans le ruisseau. J'ai essuyé la boue qui la couvrait et l'ai mise sur ma tête. Napoléon, cité par Stendhal. Au moment où Napoléon s'est couronné empereur, la France et l'Angleterre sont à nouveau en guerre depuis le 18 mai 1803. Protégée par sa toute-puissante marine, l'Angleterre a osé défier le brillant général en dénonçant la paix d'Amiens signée 1 an plus tôt. L'Angleterre a été l'âme de cette ligue permanente contre la France, qui n'a cessé d'exister depuis 1793 jusqu'en 1815. Mémorial de Sainte-Hélène. Il y a toujours un profond antagonisme entre la mer et la terre, entre la force du continent représentée par Napoléon et la force de la mer et du commerce international représenté par l'Angleterre. C'était forcé que la guerre reprenne entre l'Angleterre et la France. D'un côté, la flotte britannique et le fameux amiral Nelson, de l'autre, l'armée française, avec à sa tête son invincible général. Napoléon a pensé que s'il parvenait à traverser la Manche, ses chances étaient excellentes. Et il avait sans doute raison. Nous n'avions pas d'armée et lui paraissait invincible. Il disait que je sois maître de la Manche pendant 6 heures et je serai le maître du monde. Pour les Anglais, il n'y a pas de limite aux prouesses de Napoléon. Il est aussi bien capable de voler au-dessus de la Manche que de creuser un tunnel pour passer en dessous. Bonnie le croque-mitaine peut débarquer à tout moment. Les caricatures de lui dans les journaux étaient abominables. Lui, c'était le m'as-tu vu corse, et Joséphine, une on a tout vu d'elle. On le présentait comme un nain osant défier la puissance britannique. Et en même temps, les mamans faisaient peur à leurs enfants en les menaçant de Bonnie s'ils ne faisaient pas leur prière. Mais s'il y a une difficulté, où trouver les navires capables de neutraliser la flotte anglaise le temps que son armée traverse la Manche? D'ailleurs, Napoléon aurait dit plus tard « Partout où j'allais, je trouvais devant moi la marine britannique ». Et en août 1805, il comprend que l'invasion de l'Angleterre n'est pas possible. Et à la fin de l'été, après avoir passé ses troupes en revue, il donne l'ordre, à la surprise générale, d'abandonner le camp de Boulogne pour se diriger vers l'intérieur du continent. Les hostilités, en effet, ont repris. L'Autriche et la Russie ont rejoint l'Angleterre dans la guerre, et une armée russe
forte de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, faire haute pour s'unir aux Autrichiens. Il faut faire vite pour aller à leur rencontre. Ces mois d'inactivité ont donné aux troupes de Napoléon l'envie de se battre à nouveau. Supérieurement entraînée, formée de soldats qui ont fait les campagnes d'Italie et du Rhin, cette armée mérite bien son nom de grande armée. Les grognards, comme Napoléon aime à les appeler, sont d'exceptionnels combattants, et ce qui est peut-être mieux encore, des marcheurs increvables. Le petit caporal a inventé une nouvelle façon de faire la guerre au roi. Il se sert de nos jambes, plutôt que de nos baïonnettes. Un soldat de la Grande Armée. Ces hommes pouvaient marcher une cinquantaine de kilomètres par jour. Ils marchaient 4 heures, s'arrêtaient, puis remarchaient 4 heures avant de s'arrêter à nouveau. Ils se procuraient leur nourriture en chemin, donc ils n'étaient pas ralentis par de lourds convois d'intendance. La troupe a un moral à toute épreuve, dû en grande partie à la popularité de Napoléon auprès des soldats, ce fameux culte de l'empereur. Quand il est en inspection ou sur un champ de bataille, il est capable de savoir de mémoire quel officier doit commander quel régiment, quelle division ou quel bataillon, et de demander pourquoi cet officier-là n'est pas là alors qu'il devrait être là. Quel est l'homme le plus courageux de cette unité, demanda-t-il un jour. Et il a dégrafé la Légion d'honneur qu'il portait sur son uniforme pour l'épingler sur la poitrine du soldat. Vous imaginez ce qu'on a raconté dans toute l'armée. La présence de l'empereur, la simplicité de sa tenue, la bonhomie naturelle de son attitude, tout cela galvanisait la troupe. L'art de la guerre, Général Venty. L'image du petit caporal va devenir célèbre bien au-delà de son armée et se répandre dans l'Europe entière. Avec sa petite redingote et son chapeau, il crée là un personnage simple, austère, mais très reconnaissable. Napoléon demandait beaucoup à ses hommes, mais jamais autant que ce qu'il exigeait de lui-même. Il lui arrivait de monter à cheval jusqu'à 10 heures de suite, sans descendre de sa monture, même pour se nourrir. Durant ses campagnes, il couchait sous la tente ou à la Belle Étoile, au lit à 8 heures et debout 4 heures plus tard, pour dicter ses ordres ou écrire à Joséphine, lui dire qu'il n'existe pas d'autre femme pour lui, ou encore à quel point il l'aime et la désire. Arrive l'automne. L'armée de Napoléon se dirige à marche forcée vers l'Autriche, où Russes et Autrichiens s'apprêtent à faire jonction. Les deux armées coalisées ont une supériorité numérique énorme, près de 2 pour 1. The Russians and the Austrians thought that they would lick him. Russes et Autrichiens sont sûrs de n'en faire qu'une bouchée. They were quite convinced. Dès qu'ils l'auront à leur portée au Once they cœur de got him in the l'Europe, center of ils Europe, l'écraseront. They would finish him off. C'est mal compté avec la rapidité d'exécution de Napoléon. Il va miser sur la distance qui sépare encore les deux armées et attaquer d'abord les Autrichiens. Il franchit le Danube pour prendre à revers l'armée du général Mack à Ulm. Coincé contre le fleuve, celui-ci décide de faire face et il est encerclé. Les Français font 27 000 prisonniers, une armée entière, la moitié des troupes dont dispose l'Autriche. L'empereur s'adresse aux généraux autrichiens vaincus. Messieurs, votre maître me fait une guerre injuste. Je donne un conseil à mon frère, l'empereur d'Allemagne, qu'il se hâte de faire la paix. Rien ne s'interpose plus entre Napoléon et Vienne.
J'ai été, ma bonne Joséphine, plus fatigué qu'il ne le fallait. 8 jours, toute la journée, l'eau sur le corps et les pieds froids m'ont fait un peu mal. J'ai rempli mon dessein. J'ai détruit l'armée autrichienne par de simples marches. Adieu, ma Joséphine. 1000 choses aimables partout. Napoléon. Napoléon a fait route à une vitesse prodigieuse. 200 000 hommes ont parcouru 850 km à pied en 40 jours. Et une bonne moitié de l'armée autrichienne est détruite. Le 14 novembre 1805, Napoléon entre dans Vienne que François II a fui à la hâte. L'empereur s'installe en maître au palais de Schönbrunn et fait parader ses troupes dans les rues de la ville. Il est la liberté triomphant de l'autocrate autrichien. Mais le charme est rompu. Ceux qui ont porté au nu le premier consul dénoncent aujourd'hui le tyran. L'empereur Napoléon n'est rien d'autre qu'un mortel ordinaire. Il piétine les droits de l'homme et il est devenu un despote. Ludwig van Beethoven. Lorsque Napoléon a décidé de se faire empereur, Beethoven a dénoncé en lui le personnage finalement vulgaire qui faisait comme tout le monde et qui s'abaissait en somme au niveau d'un souverain ordinaire. Beethoven se prend à regretter d'avoir dédié à Bonaparte sa 3e symphonie et il efface lui-même de la partition le nom du premier consul. Quelle apothéose pour Napoléon quand on lui a remis les clés de la capitale autrichienne. Mais ce triomphe était une victoire à la Pyrrhus. La France subissait au même moment une défaite aux conséquences incalculables. Le 21 octobre 1805, l'amiral Nelson a remporté à Trafalgar une bataille navale décisive contre la flotte franco-espagnole. Nelson mourra au combat, mais si l'Angleterre a perdu le plus grand de ses marins, elle a établi ce jour-là une suprématie navale que la France ne sera plus jamais en mesure de lui contester. Pour l'heure, Napoléon a d'autres soucis. Malgré sa victoire récente à Ulm, sa position n'est pas des plus favorables. Isolé au cœur de l'Europe, il risque d'être victime de l'audace même dont il a fait preuve. L'hiver arrive, on est en novembre, il fait froid. La population tout autour est hostile. Les Russes seront bientôt là pour appuyer les Autrichiens. Et à 1600 km de Paris, les approvisionnements sont difficiles. Le continent européen est comme un énorme piège prêt à se refermer sur la grande armée. La Prusse est sur le point d'entrer en guerre à son tour et le 22 novembre, les armées russes et autrichiennes ont enfin fait leur jonction. Ils sont désormais 90 000 contre 75 000 Français. Tout individu sensé aurait abandonné et essayé de trouver un arrangement. En fait, il n'y avait que deux possibilités, reculer ou avancer. Napoléon ne reculait jamais. Alors il s'est dit, allons-y pour encore une bataille. Nous sommes dans les derniers jours de novembre. Napoléon, qui a relu le récit des campagnes de Frédéric II, reconnaît le terrain, étudie les cartes et choisit très précisément l'emplacement où il va livrer bataille. Un terrain vallonné près du village d'Austerlitz, avec un plateau entouré de bois et d'une zone marécageuse. L'armée russe compte 70 000 hommes commandés par le tsar en personne. À 28 ans,
Alexandre Ier possède toute la fougue de la jeunesse et il rêve de la gloire que lui procurerait une victoire sur l'invincible Napoléon, le dieu de la guerre en personne. Il y a un côté mystique chez lui et il a l'idée que le destin lui a donné une mission à remplir et d'organiser l'Europe et de vaincre la Révolution. Et ça lui donne une certaine force, mais ça lui donne aussi, ça risque de le pousser à l'imprudence. Napoléon sait que s'il parvient, malgré son infériorité numérique, à pousser le tsar à l'attaquer où et quand il le veut, il a une bonne chance de l'emporter. Napoléon sait que les ennemis savent qu'il est en situation difficile. Donc il va exploiter, c'est un peu comme le judo, il va exploiter cette faiblesse apparente pour la retourner contre l'ennemi. Il va faire croire à l'ennemi qu'il a peur. Le champ de bataille choisi par Napoléon est dominé par une hauteur qui s'élève en pente douce, le plateau de Pratzen. Si je voulais contenir l'ennemi, c'est là que je prendrais position. Mais ce ne serait qu'une bataille ordinaire. J'entends obtenir un succès définitif. Napoléon a son état-major. Sa manœuvre sera la suivante. Alors que son centre contrôle le plateau de Pratzen, il va délibérément sacrifier cette position pour inciter les Russes à attaquer là. Donc, en conservant simplement une mince ligne de défense sur son aile droite, il retire ses troupes du plateau et laisse l'adversaire s'en emparer. Les Russes se sont dit, c'est gagné. On tient les hauteurs au sud où les Français sont peu nombreux, on va les attaquer là et bousculer toute leur armée. Napoléon avait bien jaugé son adversaire. Devant son état-major, le tsar se prononce pour une attaque immédiate. Aux côtés du tsar, il y a Koutouzov, un vétéran qui combattait déjà dans l'armée russe sous le règne de Catherine II. Koutouzov a essayé de modérer les ardeurs du tsar. Il sentait le piège. Il n'a peut-être pas exactement compris, mais il a senti. C'était un vieux renard. Mais revenons à la veille de la bataille. Dans la soirée du 1er décembre, après avoir dîné de son plat préféré, pommes de terre frites et oignons, l'empereur passe ses troupes en revue. Il est particulièrement calme et de bonne humeur. Voilà la plus belle soirée de ma vie, dira-t-il avant de rentrer sous sa tente. Les acclamations des soldats ont fusé sur son passage. « Vive l'empereur! Longue vie à l'empereur !» Et les hommes allument des torches qu'ils brandissent pour acclamer leur général. Le camp français tout entier est comme illuminé. Les généraux russes et autrichiens, qui voyaient ça de loin, furent convaincus que les Français mettaient le feu à leur bivouac avant de commencer leur retraite. Quand le jour se lève, le 2 décembre, le plateau de Pratzen est noyé dans un épais brouillard. De son poste sur la hauteur, le tsar, qui a hâte de vaincre, ordonne à ses troupes de descendre bousculer l'aile droite française retranchée dans le village de Telnitz. Napoléon leur a préparé une surprise. Il a fait venir secrètement de Vienne 2 divisions qui ont couvert les 120 km en 2 jours. Et il leur fait prendre position là où l'adversaire les attend le moins. L'ennemi se comporte très précisément comme s'il effectuait une manœuvre sous mon commandement. Napoléon. Napoléon a obtenu ce qu'il voulait, une attaque contre son aile droite. À lui maintenant de jouer et de reprendre le plateau de Pratzen, laissé pratiquement sans défense par les Russes. Il a massé 2 corps d'armée au pied du plateau, 17 000 hommes que le brouillard dissimule.
Il donne l'ordre d'avancer. Un coup de vent pour déchirer ce voile, dit-il, et la guerre est finie. Ce sera le soleil qui, en perçant, balayera le brouillard. Pour le tsar, qui a pris position tout en haut du plateau, ces soldats sont comme une apparition. Ils semblent venir du ciel, dit-il à son aide de camp. Dites plutôt de l'enfer, lui répond celui-ci. Alexandre ne savait plus quel parti prendre. Il était complètement perdu. Et il a également perdu tout contrôle sur sa propre armée. Ça a été la panique complète sur le plateau et lui n'a plus participé à la bataille. Se croyant attaquant et se voyant attaqué, l'ennemi s'est regardé comme à demi battu. 30e bulletin de la Grande Armée. À 9h30 du matin, les Français sont les maîtres du plateau de Pratzen, d'où ils vont prendre les ennemis à revers et les balayer. À 5h du soir, tout est terminé. Le silence va tomber sur Austerlitz en même temps que la nuit. Napoléon ne pouvait rêver plus somptueuse célébration de son couronnement que cette formidable victoire. Le bilan des pertes est lourd. On déplore 9000 tués et blessés du côté français, 16 000 chez les Russes et les Autrichiens. Ce qui reste de l'armée russe écrasée repart vers la Russie. Quant à l'arrogant François II, dont la famille règne sur le Saint-Empire depuis 4 siècles, il va devoir s'abaisser à demander une paix humiliante au petit parvenu corse, cet empereur de l'année d'avant. Une bataille a été livrée aujourd'hui, qui n'a pas très bien tourné. Lettre de François II à sa femme. J'ai battu les armées russes et autrichiennes, commandées par 2 empereurs. Je me suis un peu fatigué. Je vais dormir 2 ou 3 heures. L'armée russe est non seulement battue, mais détruite. Je t'embrasse. Lettre de Napoléon à Joséphine. Napoléon est en fait un artiste. Et la chose militaire a toujours été traitée par lui comme par un artiste. Donc, il invente une situation où la situation lui est imposée par les événements, il réfléchit et il trouve une solution. Mais il aime la guerre, c'est vrai, il aime la guerre, mais il aime la guerre comme un art. Soldats, je suis content de vous. Vous avez, à la journée d'Austerlitz, justifié tout ce que j'attendais de votre intrépidité. Soldats, lorsque je vous ramènerai en France, mon peuple vous reverra avec joie. Et il vous suffira de dire « J'étais à la bataille d'Austerlitz » pour qu'on réponde « Voilà un brave ». Proclamation à la Grande Armée. Paris célèbre la victoire avec faste. Elle est si éclatante qu'elle devrait garantir, semble-t-il, une paix durable. En fait, la paix durable se prolongera 6 mois. Je dois sans cesse remettre en jeu mon existence et celle de l'Empire. La conquête militaire seule m'a mis où je suis. Et la conquête seule me permettra de m'y maintenir. Napoléon. Cette fois, c'est la Prusse qui a choisi d'affronter l'empereur. L'affaire ne va pas traîner. L'idée que la Prusse ose me défier seule est à ce point ridicule qu'elle ne mérite pas d'être relevée. Napoléon.
3 semaines à peine, et 2 batailles vont lui suffire pour mettre les Prussiens à genoux. Iéna, Auerstedt, 25 000 tués ou blessés, 140 000 prisonniers. L'armée prussienne n'existe plus. Et Napoléon fait une entrée triomphale dans Berlin aux accents révolutionnaires de la Marseillaise. Le voici dans son rôle préféré, incarnant la France des droits de l'homme, de cette France qui libère les peuples opprimés. Le Code civil, d'accord, mais la libération des peuples, le droit à la liberté, il ne faut pas rêver. Je me suis rendu compte que les hommes ne naissent pas pour être libres. La liberté n'est un besoin que pour une catégorie peu importante de la population. Napoléon. Et les Français semblent lui donner raison. Les Français sont indifférents à la liberté. Ils ne la comprennent ni ne l'aiment. La vanité est leur seule passion. Stendhal. Cette vanité, il va la flatter en rétablissant les fastes et les honneurs de l'ancienne cour. Il règne en monarque traditionnel, mais un monarque qui gouverne et qui a l'œil à tout. Il dit « Je ne connais pas de limite à mon travail ». La journée de Napoléon est une journée remplie 24 heures sur 24. Il n'a pas besoin de beaucoup de sommeil et surtout, il a la possibilité de dormir par petites étapes, par petits morceaux. Napoléon sait à tout moment l'état de ses finances, l'état de son administration, l'état de son armée. Rien ne lui échappe. Et il délègue pratiquement jamais. Il était capable d'embrasser plusieurs problèmes en même temps. L'empereur dictait avec une facilité étonnante, seulement il dictait trop vite. La première fois que j'écrivis sous sa dictée, je suais sang et eau pour le suivre. Ponce de Léraud. En bon Corse, Napoléon fait profiter sa famille de son élévation, distribuant les trônes d'Europe à ses frères et sœurs. Louis est fait roi de Hollande, Joseph obtient le royaume de Naples et Jérôme celui de Westphalie. J'ai besoin de ma famille pour stabiliser ma dynastie. Si j'avais distribué les trônes au mérite, mes choix auraient été autres. Napoléon. Les sœurs ne seront pas oubliées non plus. L'une est faite reine, Caroline, une autre princesse, Pauline, et la 3e grande duchesse, Élisa. Seule sa mère n'eut aucun titre autre que celui de Madame Mère. Elle refusait ce genre d'honneur. Napoléon aura toujours beaucoup de révérence pour sa mère. Il sera toujours le fils de sa mère, même quand il sera empereur. C'était une femme qui avait été très étonnée par la réussite de son fils et qui avait peur que les choses ne durent pas. On raconte qu'elle disait toujours « pourvu que ça dure », avec son accent corse, « pourvu que ça dure ». Et Joséphine dans tout ça. Il lui faut tenir son rang d'épouse de l'empereur, mais elle ne prise guère les obligations du protocole, elle n'aime pas les tristes palais nationaux. À la moindre occasion, et il y en a beaucoup car l'empereur est souvent en campagne, elle se réfugie à la Malmaison, s'occupant de ses fleurs dont elle est très fière et qu'elle fait venir du monde entier. Quant à Napoléon, si sa fougue amoureuse des débuts de leur mariage s'est beaucoup calmée, il reste très attaché à son épouse. Il me considère comme un des rayons de son soleil. Joséphine a une amie. Napoléon a trouvé en Joséphine une femme qui réalisait tous ses souhaits. Elle a tenu son rôle d'impératrice d'une manière admirable, elle le complétait. Comme Napoléon disait, moi je gagne des guerres et elle gagne les cœurs.
Joséphine est désormais d'une indiscutable fidélité. Les seuls reproches que son mari ait à lui adresser concernent ses extravagantes dépenses, près d'1 million par an pour ses seules toilettes. Par contre, c'est son tour à elle d'être jalouse. Marie Walewska, Mademoiselle Georges la comédienne, Marie Dagou. Napoléon collectionne les maîtresses avant tout, semble-t-il, pour tenir son rang. On a l'impression qu'il n'avait pas personnellement beaucoup de besoins sexuels et qu'en tout cas, les maîtresses qu'il a eues, il les a eues parce que ça se faisait, c'était normal pour un souverain d'avoir des maîtresses. Ça n'était que des aventures, et Joséphine leur donnait plus d'importance qu'elle n'en avait. Si Joséphine lui avait donné un enfant, il aurait été l'homme le plus heureux. Lorsque l'année 1806 se termine, la guerre en Europe continue. Si l'Autriche et la Prusse se sont retirées de la scène, il reste 2 adversaires qui ne sont pas disposés à désarmer, la Russie et l'Angleterre. Puisque ces 2 pays veulent la guerre, ils l'auront. Napoléon a dû renoncer, vu son infériorité navale, à débarquer en Angleterre. Alors contre elle, il a inventé la guerre économique, le blocus continental. La Russie, il ira, si besoin est, la défier chez elle. Les seules victoires définitives, professe-t-il, sont celles qu'on remporte sur le territoire de l'adversaire. En fait, les Russes ont choisi de l'affronter sur le sol prussien. La réponse de Napoléon, ce sera les batailles d'Eylau et de Friedland. 2 victoires, mais à l'arraché, et qui ont entraîné des pertes considérables dans les 2 camps. Au total, on compte entre les Français et les Russes près de 70 000 tués et blessés. Ce n'est plus la guerre, c'est de la boucherie. Lettre d'un général russe au tsar. Les 2 armées sont exsangues et les 2 empereurs acceptent de se rencontrer. L'entrevue aura lieu à Tilsit 10 jours seulement après Friedland. Pour bien montrer qu'ils traitent sur un pied d'égalité parfait, il a été décidé que la rencontre aurait lieu en terrain neutre, un radeau ancré au milieu du Niémen, le fleuve qui tient lieu de frontière entre l'Europe et la Russie. Le tsar, quand il a rencontré Napoléon, n'avait qu'une seule idée en tête, trouver une solution pacifique qui soit avantageuse pour lui. Et la première chose qu'il a dit à Napoléon en français, c'est « Sire, je haïs les Anglais autant que vous. Sire, я ненавижу англичан так же, как и вы». Et Napoléon lui a répondu « Alors la paix est faite ». Napoléon va se montrer extrêmement généreux. Il n'a aucune visée particulière sur des territoires russes. Tout ce qu'il veut, c'est que la Russie adhère au blocus continental. Le tsar accepte une alliance secrète entre la Russie et la France contre l'Angleterre. Napoléon tenait essentiellement à cette alliance, et il était prêt à de grandes concessions pour y parvenir. L'alliance franco-russe obligerait, pensait-il, l'Angleterre à traiter. Et l'Europe trouverait enfin la paix. 10 jours auparavant, les 2 hommes se combattaient à mort. Voilà qu'ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Amis au point de ne plus pouvoir se quitter, passant presque tout leur temps libre ensemble pendant les 2 semaines des négociations. Il essaie de séduire Alexandre. Il essaie de lui faire des compliments, il essaie de l'amener sur son terrain. Napoléon est un grand séducteur. Au moment de quitter Alexandre, Napoléon est convaincu de s'être fait plus qu'un allié, un véritable ami. Ça a été une énorme erreur de sa part. Napoléon était convaincu d'avoir séduit Alexandre, sans pouvoir imaginer que celui-ci n'avait aucune intention de respecter leur accord. Napoléon considérait la paix de Tilsit comme une apothéose pour lui et pour son empire. Et à son retour à Paris en juillet 1807, il sera accueilli avec enthousiasme. En France, tout respirait le bonheur. Et il faut le dire,
l'enivrement du succès. De tous les coins de l'Empire, on accourait à Paris pour voir le vainqueur et sa cour, pour admirer les fêtes qu'on y donnait. Mémoire de Pasquier. L'année 1807 est sans doute le point culminant, l'apogée de l'aventure napoléonienne. L'Empire français s'étend de l'Atlantique à la Russie et de la mer du Nord au sud de l'Italie. Et à ce moment-là, il commence à penser qu'il est infaillible, un peu comme un surhomme, en tout cas comme quelqu'un qui était protégé par le destin, la fameuse étoile. Mais l'ambition n'est jamais satisfaite, même aux fêtes de la gloire. Napoléon. Celui-ci a encore une entreprise à accomplir qui sera, dit-il, sa dernière conquête. Pacifique, celle-là. Je pris en pitié le sort d'un grand peuple. Je saisis aux cheveux l'occasion unique que me présentait la fortune pour régénérer l'Espagne. Mémorial de Sainte-Hélène. Comment les Espagnols ne comprendraient-ils pas que cette armée française n'est venue que pour les émanciper de leur servitude séculaire ? Napoléon était persuadé que le peuple espagnol se révolterait et qu'il serait acclamé. Il s'est trompé complètement sur la mentalité espagnole. Le 2 mai 1808, le peuple de Madrid se révolte contre les occupants. « 150 soldats français sont tués. Alors, les Français se vengent en exécutant des milliers d'Espagnols. La guerre qui s'engage sera sans quartier et aussi sauvage d'un côté que de l'autre. Les Français torturent et mutilent leurs prisonniers. Les Espagnols en font autant. C'est une guerre atroce. C'était une guerre, ce qu'on a appelé la guérilla, le mot vient de cette époque, et c'est une guerre très différente de ce que l'armée française avait connu partout. Pas du tout la guerre glorieuse qu'on faisait ailleurs. Les morts s'accumulent sans que les Français parviennent à briser la résistance espagnole. Mais Napoléon s'entête, il va s'enliser en Espagne 5 ans et y épuiser ses forces. Napoléon n'accepte plus les conseils. Napoléon ne croit plus qu'en lui-même, ne fait confiance qu'en son étoile, et donc il va être aveuglé. Nouveau César, Napoléon ne doute plus qu'il est, comme les dieux, infaillible. Et qu'il a un devoir à remplir, assurer la postérité de sa lignée. Le drame, c'est que Joséphine n'a pas pu lui donner d'enfant. Aujourd'hui, alors qu'elle a 46 ans, l'affaire est sans espoir. Je sais que je serai honteusement chassée de la couche de celui-là même qui m'a couronnée. Joséphine a une amie. Napoléon va hésiter pendant des mois à aborder le sujet avec sa femme. Et puis le 30 novembre 1809, à Fontainebleau, après le dîner, il demande qu'on les laisse seuls et ferme lui-même la porte du salon. Un secrétaire de Napoléon entendra des supplications, des sanglots. Le lendemain, Joséphine court se réfugier à la Malmaison où Napoléon vient la retrouver. Malgré une violente averse, ils se promènent longuement, tous les deux dans le parc, main dans la main. 15 jours plus tard, le divorce est annoncé. Avec la permission de notre auguste et cher époux, je dois déclarer que, ne conservant aucun espoir d'avoir des enfants qui puissent satisfaire les besoins de sa politique et l'intérêt de la France, je me plais à lui donner la plus grande preuve d'attachement et de dévouement qui ait jamais été donnée sur la terre. Napoléon choisira d'être généreux.
Joséphine conserve son titre d'impératrice, reste propriétaire de la Malmaison et une pension annuelle de 3 millions de francs lui est allouée jusqu'à la fin de ses jours. Il s'agit maintenant de choisir celle qui sera la mère de ses enfants. Je veux épouser un ventre, dit-il. Ce ventre, ce sera l'archiduchesse Marie-Louise, la fille de l'empereur François II d'Autriche, l'adversaire d'hier. En l'épousant, il va se retrouver, lui, le petit Corse parvenu, allié à l'une des plus anciennes familles royales d'Europe. Mais la jeune princesse est très remontée contre Napoléon. L'idée seule de le voir est pour moi la pire des tortures, écrit-elle dans son journal. Son père la raisonne vigoureusement. Ce mariage apportera à l'Autriche la paix et une alliance avec le plus puissant pays d'Europe. Marie-Louise a été élevée à obéir et n'a d'autre choix que de se rendre en France. La rencontre aura lieu au château de Compiègne. Napoléon va se jeter à la conquête de la jeune Autrichienne avec la même fougue qu'il déployait hier contre les armées de son père, et le même succès. Incapable d'attendre la cérémonie officielle du mariage, il entraîne Marie-Louise au premier étage vers la chambre à coucher, où sans autre préliminaire, il fait de la jeune fille sa femme. Il a raconté par la suite que la future impératrice n'avait prononcé qu'un seul mot, encore. Le 2 avril 1810, Paris célèbre le mariage de l'archiduchesse Marie-Louise et de l'empereur Napoléon Bonaparte avec un déploiement de pompe et de magnificence digne de l'union de ces deux empires. Il m'aime avec ferveur, et je réponds sincèrement à cet amour. Il y a chez lui une séduction et une ardeur auxquelles il est difficile de résister. Lettre de Marie-Louise à son père. Un an plus tard, les Parisiens peuvent entendre des salves de canon tirées en signe d'allégresse. C'est pour annoncer que Marie-Louise a donné le jour à un héritier mâle. La naissance d'aucun prince ne produisit plus d'ivresse dans une nation et plus d'effet dans l'Europe que la naissance du roi de Rome. Toutes les puissances d'Europe s'empressèrent d'envoyer les plus grands seigneurs de leur cour pour complimenter l'empereur. Mémorial de Sainte-Hélène. À la surprise générale, l'empereur commence à changer. Le voilà qui pouponne et devient un mari aux petits soins pour sa femme, en un mot, qui s'embourgeoise. Marie-Louise a sur lui, et sa proverbiale énergie, une influence lénifiante. Il s'empâte et prend du ventre. Il n'a pourtant que 42 ans. Les nuits de veille, les épreuves, la guerre ne sont plus pour moi à mon âge. J'aime mon lit et mon repos plus que tout au monde. Mais j'ai une œuvre à terminer. Napoléon à Caulaincourt. Cette œuvre va le conduire en Russie. Nous sommes au printemps 1812 et Napoléon, refusant d'écouter ses conseillers les plus proches, a décidé d'envahir la Russie avec une armée gigantesque, plus de 600 000 hommes, rassemblant à côté des Français des soldats de toute l'Europe, Italie, Pologne, Allemagne. Si je réussis en Russie, je suis maître du monde. Napoléon. Il est convaincu qu'il écrasera les Russes en une vingtaine de jours au plus. Seulement, les choses ne vont pas se passer selon le plan prévu. L'armée de Napoléon s'enfonce en territoire russe sans trouver personne en face d'elle à combattre. L'armée de Napoléon était 2 fois plus nombreuse que les troupes russes. Il y en avait tant que les Russes n'osaient pas les affronter. Ils ont organisé leur retraite parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Mais en se retirant, ils affaiblissaient en fait l'armée napoléonienne. La chaleur et la sécheresse duraient depuis plus de 3 semaines. L'infanterie en avait jusqu'au mollet de cette poussière molle, étouffante, qui ne se refroidissait pas même la nuit. On se battait pour avoir de l'eau et on allait jusqu'à boire de la boue. Tolstoï, Guerre et paix. En 2 mois, alors qu'il n'y a pas eu le moindre coup de feu échangé, l'armée napoléonienne a perdu 150 000 hommes.
25% de l'effectif initial. Beaucoup de soldats étrangers décidèrent simplement de partir. Ils n'étaient pas français et n'avaient aucune loyauté particulière à l'égard de Napoléon. À la fin de l'été, les Français arrivent en vue de Moscou. Les Russes décident enfin de faire face à Borodino, un petit village sur la Moskova. Seigneur Tout-Puissant, soutiens de ta force notre très pieux et autocrate empereur Alexandre. Accorde-lui la victoire sur l'ennemi. Tolstoï, Guerre et paix. Tous étaient prêts à mourir pour la Russie. C'est une journée sainte que celle où on meurt pour une grande cause. La tradition voulait qu'avant de mourir, on mette des sous-vêtements blancs. Et tous, avant d'aller au combat, revêtirent des sous-vêtements blancs. La bataille de Borodino fut une mêlée sanglante. Napoléon jeta son armée contre les Russes en un assaut frontal, sans s'embarrasser des subtilités stratégiques d'hier. Ce fut un affrontement sauvage, dirigé par une seule idée, s'entretuer. Et il y eut une multitude de morts. Une horreur. La bataille commença à 6h30 du matin et se poursuivit jusqu'à 3h de l'après-midi, jusqu'à complet épuisement des deux côtés. Les Russes ne cédèrent pas. Ils se battirent jusqu'au bout, jusqu'à ce que les Français arrêtent le combat. Mais comme ils abandonnèrent le terrain le lendemain, Napoléon réclama la victoire. Alexandre refusa de répondre à ses propositions de paix. Je ne ferai la paix que lorsqu'il ne restera plus un seul ennemi en armes sur la terre russe. Alexandre. C'est dans une cité presque vide que les troupes de Napoléon vont entrer. Et le même soir, Moscou commence à brûler. Toutes les fictions de l'incendie de Troie jamais n'égalèrent la réalité de celui de Moscou. C'était littéralement un océan de feu. J'ai défait des armées, mais je n'ai pas vaincu les flammes. Le destin a été plus fort que moi. Mémorial de Sainte-Hélène. Ce sont les Russes eux-mêmes qui ont incendié Moscou. Et cet incendie était le pire coup porté à l'armée de Napoléon. Il ne pouvait plus rester là. Le 19 octobre, par une douce matinée d'automne, il quitte Moscou à la tête de ses troupes. Trois semaines plus tard, la neige commence à tomber. L'hiver russe est en avance. La température descend rapidement à -25. Comment se défendre contre le froid qui vous gèle jusqu'aux os? Nous ne pouvions décoller nos lèvres l'une de l'autre. L'intérieur de nos mains était gelé. Nous avions le sentiment d'être des survivants dans un monde glacé. Un soldat de la Grande Armée. La nourriture commence à manquer. Heureusement, il y a les carcasses des chevaux morts de faim que les hommes se disputent. En plus du froid, de la faim, de l'épuisement, il y a les Cosaques. Ils sont partout, talonnant les flancs de l'armée comme des milliers de guêpes harcelant un animal blessé. Napoléon est le témoin impuissant de cet interminable drame où périt son armée. Il transporte autour du cou un sachet contenant du poison. Ne voulant pas courir le risque de rester vivant entre les mains des ennemis, il s'était fait donner ce paquet, dont la dose, l'avait-on assuré, était plus que suffisante pour tuer 2 hommes. Mémoire de Colincourt. Et soudain, il apprend qu'une tentative de coup d'État a eu lieu à Paris le 5 décembre 1812 pour le renverser. Il abandonne ses troupes et retourne en France à la hâte.
Du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas, confiera-t-il à Caulaincourt. Il avait perdu 500 000 hommes. Sur les 600 000 hommes qui sont partis là-bas, il n'en est revenu que 83 000. Comme l'a dit Talleyrand, ce fut le début de la fin. L'Angleterre, la Prusse, la Russie et la Suède se sont rassemblés pour la curer. Napoléon va se battre contre les armées coalisées au cours d'une nouvelle campagne en plein cœur de l'Europe. Il faisait face ici, puis là, puis ailleurs encore, sans espoir de l'emporter, mais se battant quand même. À l'automne 1813, Napoléon livre à Leipzig une terrible bataille qui durera 3 jours. Face à un adversaire 2 fois plus nombreux, il s'affirme à nouveau comme un remarquable stratège. Mais tout ce qu'on retiendra, c'est sa défaite. Désormais seul, Napoléon n'est plus protégé par sa réputation d'invincibilité. L'année passée, l'ensemble de l'Europe marchait à nos côtés. Aujourd'hui, l'ensemble de l'Europe marche contre nous. En 2 mois, il a perdu 400 000 hommes et n'en continue pas moins à se battre. Au début de 1814, les Alliés franchissent la frontière française. Napoléon retrouve à la tête de ses troupes tout son brio passé, mais ce n'est qu'un combat d'arrière-garde. Que peuvent ces 85 000 hommes contre 350 000 soldats alliés? Le 31 mars, les Alliés défilent sur les Champs-Élysées. La défaite est totale. Et le 12 avril, Napoléon rédige son acte de renonciation au trône. L'empereur m'appela. Il se dépitait, se plaignait du lent effet de la préparation qu'il avait prise. Il appelait la mort, avec plus de ferveur qu'on n'en a jamais mis à demander la conservation de la vie. L'empereur portait cette préparation dans un petit sachet, suspendu à son cou, depuis la retraite de Russie. Qu'il est donc difficile de mourir dans son lit, nous dit l'empereur, quand si peu de choses tranchent la vie à la guerre. L'empereur souffrait extrêmement. Il était tantôt calme, tantôt agité. Et son visage était profondément altéré, on peut dire renversé, les traits contractés. Mémoire de Caulaincourt. La mort n'a pas voulu de l'empereur. Et le 20 avril, avant de partir pour l'exil, il descend le grand escalier de Fontainebleau. Il veut dire adieu à sa garde. Généraux, officiers, sous-officiers et soldats de ma vieille garde, je vous fais mes adieux. Depuis 20 ans, je suis content de vous. Je vous ai toujours trouvé sur le chemin de la gloire. Je ne puis vous embrasser tous, mais j'embrasserai votre général. Venez, général. Qu'on m'apporte l'aigle. Cher aigle, que ces baisers retentissent dans le cœur de tous les braves. Adieu, mes enfants. Mes vœux vous accompagneront toujours. Conservez mon souvenir. C'est sur un navire anglais que Napoléon s'embarque pour gagner la petite île de Méditerranée où les puissances alliées ont décidé de l'assigner à résidence. Qu'ont pu être ses pensées en passant au large de son ancienne patrie corse, d'être monté si haut pour tomber aussi bas? En guise de palais impérial, on lui a aménagé une agréable villa au sommet d'une falaise haute d'une 30aine de mètres.
On compte bien qu'il acceptera de régner sur ce royaume d'opérette jusqu'à la fin de ses jours. Car on ne l'a pas totalement destitué, on lui a laissé le titre d'empereur en l'accompagnant de celui de souverain de l'île d'Elbe. Quand Napoléon arrive à l'île d'Elbe, sa première réaction, c'est une réaction de désarroi, de dépression, de tristesse. Mais très vite retrouve les deux aspects de son caractère, le travail et l'action. Et il va se mettre à s'occuper de l'île d'Elbe comme s'il s'agissait d'un grand pays. Il commence par accepter de jouer le jeu et reconstitue une cour et un gouvernement miniature avec des ministres, ministre des Finances, ministre de la Guerre. Il invente même un drapeau. Il encourage la culture de l'olivier, fait paver les chemins, organise une meilleure collecte des ordures et promulgue un décret interdisant à ses sujets, quelques 13 000 paysans, de dormir à plus de 5 dans le même lit. Mais bientôt Napoléon va se lasser de jouer au souverain sur un théâtre aussi réduit. Il ne cesse de regarder du côté de la France, convaincu que celle-ci ne supportera pas longtemps la réaction royaliste et ce Louis XVIII que les vainqueurs lui ont imposé. Il observe et il attend. Pendant 10 mois. Jusqu'au 26 février 1815, où n'y tenant plus, il s'embarque pour la France avec une poignée de fidèles. Une fois de plus, il fait confiance à son étoile. Lorsqu'il a fait une erreur ou a été victime d'une infortune, l'homme de génie parvient toujours à se rétablir. Napoléon. Le plus délicat aura été de déjouer la surveillance des navires anglais. Une fois débarqué à Golfe-Juan, il n'y a plus entre Paris et lui que l'armée royale. 6 jours plus tard, alors qu'il est près de Visil, il trouve en face de lui un régiment d'infanterie chargé de lui barrer la route. Il décide de s'avancer seul au devant de la troupe. Soldat du 5e, je suis votre empereur. Reconnaissez-moi. S'il en est un parmi vous qui veut tirer sur son empereur, il peut le faire. Me voici. Des cris unanimes s'élèvent des rangs des soldats. Vive l'empereur, longue vie à l'empereur. Vive l'empereur! Les Vive l'empereur l'ont accompagné jusqu'à Paris. Mais c'était absurde. Il n'avait aucune chance. La coalition qui avait remporté la victoire contre Napoléon en 1814 a tenté, après son abdication, d'organiser la paix en Europe. Mais au Congrès de Vienne, les appétits s'affrontent. Les négociations piétinent. L'annonce du retour de l'empereur ressoude l'alliance. L'Autriche, la Russie, la Prusse et l'Angleterre décrètent Napoléon hors la loi et se préparent à le combattre. Dès la fin mai, 2 armées, l'une anglaise, l'autre prussienne, ont pris position en Belgique. De plus, les troupes russes et autrichiennes font route vers la France à marche forcée. Face à toutes ces menaces, Napoléon va tenter un pari très risqué, se glisser entre les Anglais et les Prussiens et les écraser successivement avant l'arrivée des Autrichiens et des Russes. Il lève donc une armée à la hâte et fait route vers la Belgique. Une vaste étendue de champs semés de seigles et de trèfles près de la petite ville de Waterloo. Tel est le cadre où va se jouer la dernière partie que disputera Napoléon. En face de lui, à la tête des troupes anglaises, il y a un grand général, le duc de Wellington. Pas beaucoup d'imagination, mais doté de nerfs d'acier. Il connaissait bien ses troupes et savait ce qu'il pouvait leur demander. C'était un as de la défensive. Wellington dispose de 68 000 hommes et il peut aussi compter sur les 72 000 Prussiens de l'armée de Blücher. Celui-ci est Napoléon, qu'il a écrasé à Iéna et l'a fait prisonnier. S'il parvient à réunir les 2 armées, Wellington disposera d'une supériorité numérique de 2 contre 1.
arrivera pas. Tout le problème est là. Blücher est encore loin et Napoléon a envoyé un détachement à sa rencontre pour le retarder. Il ne cessera de pleuvoir pendant toute la nuit précédant la bataille. À l'aube, les soldats des deux camps regardent résignés leurs effets tout trempés. On pense que Napoléon va donner l'ordre d'attaquer. Voilà des heures que le jour est levé, mais rien ne vient. Il attend, dira-t-il, que le sol sèche pour lui permettre de mettre ses canons en batterie. Certes, le terrain était tellement détrempé qu'on ne pouvait pas faire avancer l'artillerie. Mais il ne s'arrêtait pas à ce qui était un détail avant. Il attaquait quand il avait décidé d'attaquer. J'ai senti que la fortune m'avait abandonné. Je n'avais plus en moi le sentiment très fort que le succès était assuré. Enfin, à 11h30 du matin, l'artillerie française ouvre le feu. La situation est la suivante. L'armée anglaise tient fortement 2 fermes qui flanquent le champ de bataille, ainsi qu'une crête au centre du dispositif. Napoléon n'a pas de temps à perdre à de savantes manœuvres. Il va tout miser sur une attaque frontale massive. Il voulait attaquer Wellington en premier et avoir raison de lui le plus vite possible, espérant que celui-ci s'enfuirait vers ses navires et qu'il pourrait alors s'occuper de Blücher. Peu après-midi, Napoléon déclenche un violent barrage d'artillerie contre le centre du dispositif anglais. Les tirs des 74 pièces d'artillerie française resteront sans grand effet. Wellington ayant disposé ses troupes à l'abri de la crête. Napoléon avait pour devise de ne jamais attaquer une position bien défendue. Mais cette fois, il n'a pas le choix. Il doit chasser Wellington de là. Les Français attaquent et sont refoulés en désordre. Les Anglais étaient en bonne position sur le plateau et malgré tout, Napoléon les a attaqués de front. Ce qui était presque, peut-être pas suicidaire, mais en tout cas exposé à perdre beaucoup de soldats. Mais l'avant-garde prussienne approche. Il faut enfoncer les lignes anglaises à tout prix. C'est au tour de la cavalerie de charger, conduite par le maréchal Ney, le brave des braves. Les Anglais se sont formés en carré, attendant l'assaut. Les hommes n'arrêtent pas de tomber autour de Ney, qui, indifférent au danger, multiplie les charges. Il est convaincu qu'une charge de plus, une dernière, lui donnera la victoire. Ils furent à 2 doigts d'enfoncer les lignes anglaises. Mais Ney chargeait sans aucun soutien d'infanterie. C'était comme de lancer une colonne blindée sans infanterie pour l'appuyer. La ligne anglaise a été sur le point de rompre, mais en attendant, c'est la cavalerie française qui est détruite. Alors que le soleil commence à descendre à l'horizon, Napoléon aperçoit au loin des colonnes de soldats, les Prussiens dans leurs noirs uniformes. Il aperçoit de la poussière sur sa droite. Il sait que c'est les Prussiens. Il peut soit se dégager et se replier, soit faire le pari de vaincre les Anglais avant que les Prussiens n'arrivent. Il lance à l'assaut son ultime réserve, la garde impériale.
Cette garde si redoutée, qui n'a jamais reculé. Le qui tout double de la dernière chance. La confusion était à son comble. Le brouillard, la fumée des explosions, et ces personnages qui, tels des automates, ont commencé à avancer. Wellington attendra qu'il soit à 40 pas pour donner l'ordre de tirer. Le premier rang français est décimé. Plus de 400 hommes au sol. La garde continue d'avancer. Ils furent magnifiques et ils furent sur le point de rompre la ligne anglaise. Mais il était trop tard. Pour la première fois dans l'histoire des guerres napoléoniennes, la garde a vacillé et même reculé en criant « Sauve qui peut, chacun pour soi ». Et la rumeur s'est répandue dans les rangs, la garde recule. Puis, comme pour porter la panique à son comble, les Prussiens arrivent. Les Prussiens, ça a vraiment été la dernière goutte d'eau. Napoléon dut retirer des troupes de son centre pour leur faire face. D'ailleurs, le vainqueur, c'est Blücher. Sans son arrivée, je ne pense pas que Wellington aurait pu gagner. La bataille a duré à peine une dizaine d'heures. Un long après-midi d'été. Impossible pour Napoléon de rassembler ses troupes en fuite. Il ne lui reste qu'à abandonner le champ de bataille. 4 jours plus tard, il abdiquera pour la 2e fois. Il écrit au prince régent d'Angleterre pour se placer sous la protection du peuple britannique, exprimant le souhait d'être autorisé à vivre dans une maison de campagne quelque part du côté de Londres. L'île de Sainte-Hélène a été choisie pour sa future résidence. Son climat est sain et sa situation locale permettra qu'on le traite avec plus d'indulgence qu'on ne pourrait le faire ailleurs. Lord Keith, au nom du gouvernement anglais. On ne peut pas s'échapper de Sainte-Hélène. Cette île lointaine, ce caillou isolé, battu par les vents, sinistre. Il sait, dès ce moment-là, que cette île va être son tombeau. Le voici réduit à arpenter un territoire d'une quinzaine de kilomètres de long sur une dizaine de kilomètres de large. L'île d'Elbe non plus n'était pas bien grande, mais là-bas, il était encore empereur. À Sainte-Hélène, il n'est plus que prisonnier. Un prisonnier qui doit faire peur, puisqu'il est gardé par 2000 soldats et 2 navires de guerre qui patrouillent autour de l'île 24 heures sur 24. Pour tout palais, un pavillon en bois que l'on a aménagé sur une ancienne étable. C'est une petite ferme misérable. Vous avez le martèlement incessant des vents. Vous avez les nuages de brume, cette humidité qui imprègne les habits, qui imprègne les murs. Lorsqu'on jouait aux cartes, eh bien, il fallait passer au four les cartes parce qu'elles étaient toutes molles. Mourir n'est rien, mais vivre vaincu et sans aucune gloire, c'est mourir chaque jour. Napoléon. Il a 46 ans, rien d'autre à faire que de manger, dormir et chercher des moyens d'occuper son esprit. Il va faire du jardinage, essayer de réécrire une tragédie de Voltaire et même s'abaisser à disserter avec l'odieux et mesquin Hudson Law
son gouverneur anglais qui s'entête à ne pas l'appeler autrement que général Bonaparte. Qu'il est grand, là surtout, quand puissant se briser, au sacre du malheur il retrempe ses droits. Victor Hugo. Il avait, pendant ces jours-là, décidé que sa vie terrestre était terminée, mais que maintenant, sa vie légendaire allait commencer et qu'il fallait s'en occuper. Il a compris que les héros les plus admirés sont ceux qui ont connu le martyre. Si le Christ n'avait pas été crucifié, il ne serait pas Dieu, dit-il. Et c'est le martyr qui va faire de ce prisonnier vaincu un héros à nouveau triomphant. Il reconstruit son action pour justifier ses choix, pour dire qu'il a été le sauveur de la Révolution, pour dire qu'il a voulu la paix, pour dire qu'il a voulu un monde nouveau et que les forces des royautés d'Europe se sont opposées à un homme qui était un homme moderne, qui était un homme d'action et un homme qui travaillait pour le bien des peuples. Napoléon passera un peu plus de 5 ans à Sainte-Hélène. L'ennui est de plus en plus pesant. L'envie de vivre a disparu. Il a perdu l'espoir. Il était tout seul, là, dans sa petite chambre, méditant, regardant la pluie. Il mangeait dans sa baignoire, il lisait dans sa baignoire. Il a ressenti véritablement cette tristesse qui tombe goutte à goutte sur vous comme un acide et qui finit par corroder votre être profond. Et je crois que je pense que c'est cela qui a tué Napoléon. Il meurt le 5 mai 1821, empoisonné, disent certains. Il n'y a pas d'immortalité autre que le souvenir qu'on laisse dans l'esprit des hommes. Napoléon.